Et bienvenue donc dans cette troisième vidéo sur les réseaux. Alors, dans la vidéo d'avant, vous étiez capable de communiquer avec Google.fr, mais en analysant l'IP de ce nom de domaine, on a pu se rendre compte que cette machine, responsable donc de Google.fr, n'était pas sur le même sous-réseau que nous. Alors, je vous ai dit que la communication dans ce genre de situation serait indirecte. Mais bien sûr, elle n'est pas impossible. Et en fait, c'est là que votre routeur rentre en jeu. En fait, il est responsable de faire la transition entre votre réseau local et le réseau Internet. Son travail, c'est de trouver une route pour que les informations qui sortent de votre ordinateur puissent se retrouver sur Internet. Et bien évidemment, revenir. Pour simplifier, on pourrait dire qu'il appartient à deux réseaux. Votre réseau local et le réseau qu'on va simplifier pour l'instant par Internet. Donc, dans un réseau local classique, le seul élément qui est relié à Internet est votre routeur. Normalement, visuellement, ça doit être évident. C'est d'ailleurs probablement exactement la même chose pour vous. Donc, une machine qui est connectée à ce réseau local, par exemple celle que j'utilise en ce moment, doit obligatoirement passer par ce routeur pour accéder à Internet. Donc, pour paraphraser ce que je viens de dire, toutes les informations à destination d'Internet passent par l'intermédiaire du routeur. Ok, donc j'espère que c'est clair. Et bien sûr, pour communiquer sur le réseau Internet, votre routeur doit avoir une autre adresse IP. Au passage, en fait, cette adresse IP vous est attribuée par votre fournisseur d'accès Internet. Mais bon, ceci est une autre histoire que je détaillerai bien évidemment dans une autre vidéo. Donc, et s'il appartient à deux réseaux différents, il doit avoir deux adresses IP différentes. Chacune étant utilisable, bien évidemment, uniquement sur le réseau auquel elle est rattachée. Alors, on a vu que l'adresse, par exemple, du routeur sur le réseau local était 192.168.1.1. Maintenant, on va un peu s'intéresser à celle qui est justement utilisée sur le réseau Internet et qu'il arrive à partager avec l'ensemble du réseau local. Donc, ce qui est important, donc, c'est de comprendre que cette adresse IP, qui est utilisée par le routeur sur le réseau Internet, est partagée par toutes les machines de votre réseau. Donc, je le répète parce que c'est important, l'adresse IP que vous utilisez sur Internet est en fait l'adresse IP de votre routeur sur le réseau Internet, et cette adresse est la même pour toutes les machines connectées sur ce réseau. Ok. Par contre, pour récupérer cette adresse, il vous faut nécessairement entrer en contact avec l'extérieur. Donc, j'ai d'ailleurs une petite page PHP que vous pouvez utiliser pour récupérer votre adresse IP. Alors, elle est disponible à l'adresse bjornulf.fr/myip.php. Voilà. Et il vous affichera tout simplement votre adresse IP. Bien évidemment, vous pouvez l'utiliser également dans un script. Pour l'utiliser dans un script, je vous conseillerais bien évidemment l'utilisation d'un navigateur en mode texte, de type Lynx par exemple. Donc il vous suffit de taper lynx-source et l'adresse de la page en PHP, et il vous donnera tout simplement votre adresse IP que vous utilisez donc sur Internet. Voilà. Il n'y a même pas de mise à la ligne, comme ça vous pouvez récupérer cet élément dans une variable, sans difficulté. Bon, en tout cas, bien évidemment, ça c'est réservé aux gens qui savent programmer en bash. Donc, en tout cas, bien évidemment, cette adresse IP vous identifie donc, ou plutôt identifie votre routeur de manière unique sur le réseau Internet. Ok. Et une question qui pourrait vous venir à l'esprit, c'est comment est-ce que finalement j'arrive à récupérer les informations que je demande sur Internet avec mon ordinateur, vu que c'est mon routeur qui reçoit la réponse? Et en fait, votre routeur est vraiment un appareil multifonctionnel. Je lui ferai d'ailleurs une petite vidéo d'éducacé, mais pour le moment, il faut simplement comprendre qu'il est responsable de la redistribution. Alors par exemple, je vais essayer de vous donner une petite description simplifiée.
d'une communication. Alors, donc, par exemple, lorsque vous rentrez en contact avec google.fr, voilà l'exemple que je vais vous donner. D'abord, en 1, vous envoyez un message à votre routeur pour qu'il aille chercher la page correspondante à google.fr. Donc, si vous voulez, 192.168.1.38, je vous rappelle, c'était donc le résultat donné dans WLAN en tapant la commande ifconfig, dans ma situation bien évidemment. Donc, il va envoyer une information à 192.168.1.1. Ok. Donc, ensuite, cette information est réceptionnée par votre routeur, et votre routeur sait que google.fr est en fait une adresse IP grâce à DNS. Et plus précisément, celle qu'on avait vue auparavant. Alors je vais refaire une commande ping pour récupérer l'adresse IP de google.fr que je vais garder de côté. Voilà. Ok. Donc, votre routeur sait qu'il faudra utiliser l'adresse IP de google.fr et il remarque, grâce à cette adresse IP, que cette machine ne fait pas partie, cette machine-là, 74.125.230.216, ne fait pas partie du réseau local, grâce à son masque de sous-réseau. Ok? On a vu ça dans les vidéos d'avant. Donc il sait qu'il faudra utiliser le réseau Internet pour communiquer avec cette machine. Voilà. Donc, ici, l'adresse IP qu'on avait, c'est 1.2.3.4, va donc communiquer avec l'adresse IP de Google, qui est 74.125.230.216. Ok. Ensuite, la réponse sera envoyée, bien évidemment. Je ne vais pas présenter ça comme ça, tiens, je vais présenter ça dans l'autre sens. Bien évidemment, la réponse sera ensuite envoyée à... Alors, je vais mettre ça dans ce sens-là. Sera envoyée à votre routeur en utilisant, bien évidemment, toujours l'adresse qui est utilisée par votre routeur sur le réseau Internet. Et en 4, le routeur cherchera l'IP de la machine sur le réseau local qui a envoyé la requête en premier lieu et lui enverra la réponse. C'est-à-dire que, je vais récupérer cette ligne-là, et il lui renverra la réponse. Voilà, donc voilà un peu le... Comment dire la simplification de la transition des informations. Voilà. Donc j'espère que ça c'est clair pour vous. Et maintenant, on va imaginer une situation plus complexe. Alors voilà, vous surfez sur Internet et vous parlez en même temps à quelqu'un avec un logiciel de chat quelconque. Donc en fait, vous avez donc navigateur web, navigateur plus chat, logiciel de chat. Voilà. Vous utilisez les deux en même temps. Donc, comment se fait-il que finalement votre page web apparaît correctement dans votre navigateur et pas justement en plein milieu de votre chat? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que théoriquement l'information, elle est destinée à une machine, mais finalement, comment se fait-il que si quelqu'un vous répond sur le chat, pourquoi l'information n'apparaît pas en plein milieu de votre navigateur? Parce que l'information elle est pour votre machine. Donc, c'est pour ça que je vais un peu vous parler d'une nouvelle notion qui permet justement de rediriger les informations plus précisément, c'est-à-dire vers un logiciel et non pas uniquement vers une machine. Et cette notion, c'est la notion de port. P-O-R-T. Donc, un port, c'est donc, en fait, c'est tout simplement, c'est un simple nombre qui peut aller jusqu'à 65 000 et des poussières. Donc, 65 000 et des poussières. Donc, 2 puissance 16, pour ceux que ça intéresse. Donc, 65 536. Et il est un port, et donc défini de manière unique pour chacun de vos programmes. Et toutes les informations qui sont destinées à ce programme
sont censés venir sur ce port. Un programme peut, dans certaines situations, en avoir plusieurs. Ça peut être le cas par exemple pour un navigateur. Vous pouvez par exemple surfer sur plusieurs pages web en même temps, et il vous faudra plusieurs ports pour savoir quel onglet demande quelle information. Voilà. Bref, c'est un exemple. Donc, en tout cas, comment on représente un port? Un port se représente en général après une adresse IP et après un 2 points. Je vais vous donner un exemple. Un exemple d'adresse IP et de son port, c'est 192.168.1.38, 2.10 000. Voilà. Cette ligne veut dire le port 10 000 sur la machine 192.168.1.38. Voilà donc comment traduire cette ligne-là. Donc quand vous voyez un 2 points, ça veut dire le port. 2 points, 10 000, ça veut dire le port 10 000. Voilà, ça fait donc référence au port 10 000. Donc, finalement, on peut dire qu'une connexion se fait toujours d'une adresse IP et de son port vers une autre adresse IP et son port. D'accord? Donc on va prendre un exemple de communication. On peut regarder ça. Par exemple, ça communique avec l'adresse IP, je n'ai plus. Bon, je vais récupérer ça. Communique par exemple avec google.fr. Sur le port 80, par exemple. Voilà, voilà un exemple de communication. C'est donc voilà, une connexion qui est établie entre deux éléments. Ils doivent utiliser chacun un port et une adresse IP. Ok, donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur le navigateur web et le chat, je vais un peu essayer de décrire ça. Par exemple, on va prendre... Tiens, je vais changer ces numéros et ici je vais mettre 25 000. Et ici je vais pas... ouais, bon. Bon, je vais changer, je vais mettre IP... qu'est-ce que je dis? Personne. Voilà. L'IP pour l'instant c'est pas très important. Ce qui nous intéresse ici c'est surtout le port. Donc, voilà. Donc il y a deux communications. Le premier ça sera le logiciel de chat. Oups. Voilà. Et le deuxième ça sera le navigateur web, que je vais résumer par web, tout simplement. Voilà. Et donc ici, il faudra que le navigateur web utilise un autre port pour recevoir les informations. Donc ici, par exemple, 25 000 pour le logiciel de chat et 25 001 pour le navigateur web. Et l'IP, ça sera par exemple l'IP du site web, 2.80. Et ici, on va lui mettre le port 25 000. Voilà. Donc, le port ne se partage pas. Ok, donc c'est évident. Donc, le logiciel de chat et le navigateur ne peuvent pas utiliser le même. C'est pour ça que c'est 25 000 et 25 001. Mais la personne d'en face qui communique avec vous sur le logiciel de chat peut sans problème utiliser le même numéro de port que nous. Cette personne n'utilise pas la même machine que nous, donc ça ne pose aucun problème. Voilà, donc j'espère que c'est clair de ce point de vue-là. Par contre, en fait, sur Internet, les connexions ne sont pas... La plupart du temps, les communications ne sont pas identiques dans un sens comme dans l'autre, en fait. Donc c'est pour ça que je vais vous parler d'un type de communication qui s'appelle une communication de schéma, si vous voulez, c'est un schéma de communication client-serveur. Donc client-serveur. Et dans ce genre de communication, il est très important de distinguer qui est le client et qui est le serveur. Voilà. En fait, par exemple, on va prendre l'exemple de google.fr. Pour récupérer la page de Google, vous devez être un client, et plus précisément utiliser un logiciel client. Ce logiciel client que vous utilisez étant bien sûr un navigateur web, dans cet exemple, et vous devez rentrer en contact avec le serveur web de Google pour récupérer le contenu de cette page. Ce contenu va ensuite s'afficher dans votre navigateur. En fait, un logiciel serveur attend que quelqu'un rentre en contact avec lui, puis lui donne l'information qu'il demande. Voilà. Donc, bon, bah allez, un petit peu de pratique, un peu pour voir ce que ça va donner. Donc,
On en était où? Donc on va commencer par récupérer un terminal, super, et on va s'intéresser justement un peu à voir quels sont les ports qui sont actuellement ouverts ou utilisés sur ma machine. Et pour ça, je vais utiliser la commande netstat. Et plus précisément, donc netstat, et plus précisément netstat-4ant. Donc, je vous expliquerai plus tard chacune de ces options quand on en viendra au sujet. Voilà, je ne vais pas vous expliquer quelque chose à la volée. Pour l'instant, on va voir ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est lancer google.fr et ensuite valider notre commande netstat-4ant. Voilà. Donc, ici, vous avez différentes lignes. Et au début, ici, vous avez les ports qui sont utilisés pour établir des connexions serveurs. Qui sont donc, pardon, là j'ai mal surligné, qui sont donc en état listen. Traduire par en écoute. Ils attendent, comme je vous l'ai dit, que l'on rentre en contact avec eux. Ça veut donc dire que la machine que je suis actuellement en train d'utiliser peut, dans certaines situations, se comporter comme un serveur. Chaque port que vous voyez ici, 3306, 10 000, 53, etc., sont utilisés par un service spécifique. Alors, bien évidemment, ces lignes avec marqué listen, en état listen, ne sont pas des connexions véritables. C'est pourquoi l'adresse distante que vous voyez ici est 0.0.0.0. 2 points étoiles, pardon. Vous pouvez tout simplement traduire ça par n'importe quel IP sur n'importe quel port. Voilà. Ok. Donc ensuite, ici, vous avez les connexions en cours. Et au passage, on peut remarquer une règle générale, mais qui n'est pas forcément systématique, c'est que quand un port est un nombre bas, c'est probablement un port utilisé pour une communication de type serveur. Vous pouvez voir que c'est le cas, par exemple ici, pour les... ici, vous voyez, serveurs sont ici, 3300, 10 000, 53, 53, 22, 631, 5400, 32, 25, 953, et ici 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Ok. Donc en fait, vous voulez voir que dans les communications de type serveur, le nombre représentant le port est loin de 65 000 et des poussières. Ok. En fait, en ce qui concerne les ports du côté serveur, vous pouvez et vous saurez identifier le service qui est utilisé uniquement avec leur numéro, que vous connaîtrez par cœur à force de les rencontrer en fait. Donc, un serveur web par exemple, pour en parler juste d'un seul, un serveur web, par exemple Apache, qui donc est responsable de l'affichage d'un site web, tourne par défaut sur le port 80. Et ici, vous voyez que Google utilise le port 80 également. Donc, et bien évidemment, pour parler un peu de serveur web, un navigateur par exemple, il sait qu'il est très probable, son travail, il est très probable que ça soit de rentrer en contact avec un serveur web. Parce que c'est un peu pour ça qu'il est fait, en fait. Donc, il va se connecter par défaut sur le port 80 si vous lui donnez une adresse IP ou un nom de domaine. Alors, je vais vous le prouver. On va récupérer l'adresse IP de Google, que j'ai dû avoir gardée ici. Pas du tout. Super. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais encore récupérer cette adresse. Donc, ping google.fr. Cette fois-ci, si vous avez remarqué, l'adresse IP a changé. Ce n'est plus la même qu'avant. Donc, petite parenthèse de ce point de vue-là. Alors, ce n'est pas très important. Je ferai un détail plus... Voilà, j'expliquerai plus en détail plus tard. Mais bon, là, comme c'est évident que l'adresse n'est pas la même, je fais donc une petite parenthèse. Ça veut tout simplement dire que Google a tout simplement plusieurs serveurs
pour, bien évidemment, répartir d'une manière équitable le trafic. Voilà, donc c'est pas très étonnant que Google ait plusieurs serveurs. Donc un nom de domaine peut pointer vers plusieurs adresses IP différentes. Ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, pour nous, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est d'arriver à google.fr, quelle que soit, à la limite, l'adresse IP qu'on utilise. Donc, ici, voilà une autre adresse IP de google.fr. Donc, bien évidemment, je teste l'adresse et vous voyez que j'arrive bien sur google.fr. Voilà, même si le serveur est différent, le résultat est le même. Nous, pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ici, moi, je vous dis que votre navigateur se connecte par défaut sur le port 80. Eh bien, je vais vous le prouver. Lorsque vous, par exemple, ici, je vais enlever le slash de fin et après l'adresse IP, je vais mettre 2.79 par exemple. Et je vais valider. Et là, il va essayer de se connecter sur le port 79. Et ici, vous voyez, problème, etc. Maintenant, je vais enlever 79 et je vais mettre 80. Et on va voir ce qui se passe. Ici, vous voyez qu'il, finalement, il arrive à se retrouver sur google.fr. Voilà. Donc voilà un petit peu la pratique. Et bien évidemment, on le voit dans Netstat, dans les résultats de Netstat, qu'il se connecte sur le port 80. Et bien sûr, à gauche, sur la même ligne, pour chaque connexion, vous avez votre adresse IP suivie du port qui est utilisé par votre navigateur web pour établir la connexion avec l'IP distante. Bon, ben c'est tout, on a pu couvrir pas mal de choses. Il reste encore bien sûr beaucoup de choses à voir.